Vous connaissez votre ex, vous connaissez ses réactions. Le lien entre les deux vous fait dire que votre reconquête amoureuse va être difficile. Et si je vous disais que vous oubliez quelque chose, c'est le but de la vidéo et on parle de ce quelque chose juste après le générique. Salut à vous, c'est Jean-Baptiste de jbmarcy.com, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour continuer nos réflexions autour de la reconquête amoureuse. Et aujourd'hui, on s'attaque à la logique d'opportunité. De quoi s'agit-il? Comment est-ce que ça s'exprime? Voilà un petit peu le but de la réflexion du jour et tout se doit de commencer par le set de réactions, de réflexions qui se mettent en place extrêmement naturellement dans votre tête et puis souvent sur le terrain au moment de constater tout simplement l'échec de votre couple et de vivre cette rupture amoureuse. Les idées premières, j'ai envie de dire instinctives, sont effectivement les réflexions autour de votre planification, de ce que vous allez pouvoir dire, de ce que vous allez pouvoir faire, de ce que vous allez pouvoir mettre en place. Donc on parle de communication, de possibilité de se revoir, et puis toutes les idées au milieu de ces deux valeurs. Ces idées, elles sont toujours impactées par deux critères qui sont toujours extrêmement présents, à savoir la gravité de la situation, la rupture amoureuse est quand même quelque chose qui pour vous remet absolument tout en cause, votre quotidien, votre futur, même peut-être votre passé. Était-on véritablement amoureux ou amoureuse de vous? Est-ce que vous vous êtes fait berner, manipuler, etc., etc. Donc on sait que beaucoup de choses vont être battues en brèche. Donc l'idée de gravité, d'apposer quelque chose d'aussi important, d'aussi énorme face à ce traumatisme est quelque chose qui va être présent. Et puis la deuxième chose qui va influencer vos réflexions, c'est bien évidemment la connaissance que vous avez de votre ex. Je sais qu'il ou elle réagit comme ci, réagit comme ça, donc je devrais faire comme ci et je devrais faire comme ça. Tout cela est effectivement, évidemment, extrêmement subjectif. Pourquoi? D'abord parce que la gravité de la situation en elle-même, nous, on veut lui apposer au contraire de la simplicité, du sourire, du dynamisme, pour une raison très simple. Si on a quelques conflits, que ce soit avec la personne qu'on a face à nous, et que nous, on va chercher à, en même temps, désagréger ce conflit, l'annihiler, l'annuler, si vous voulez, mais qu'on en fait des tonnes, débarquer chez lui avec des lettres, des fleurs, des chocolats, au travail, appeler ses parents, etc. On se doute que quelque part, il va y avoir la formation d'une pression, une pression constante, une pression importante. Et quand on sait que la reconquête amoureuse n'est absolument pas quelque chose d'intellectuel, on se doute bien qu'on va se perdre en chemin, risquant de créer quelque chose qui va beaucoup plus nous éloigner que nous rapprocher de la personne. Mon motto, c'est un petit peu de dire ça, que la reconquête amoureuse, c'est un petit peu ceux qu'en parlent le moins, qu'en mangent le plus. Comme les frites McCain à l'époque, on a cette idée que plus on va vouloir faire de choses importantes, incroyables, lourdes, qui vont directement toucher, impacter l'autre dans sa conception du couple, et puis surtout de votre couple, de l'échec de cette relation pour lui redonner une chance, plus on risque de se prendre les pieds dans le tapis parce que on est en train de se préparer à une espèce de bataille sanglante alors que la personne face à nous a déjà quitté le champ de bataille, si vous voulez. Et puis la connaissance que vous avez de votre ex, elle est réelle, elle est matérielle. Vous avez peut-être vécu des années avec la personne que vous avez face à vous, mais la rupture amoureuse est quand même par définition une volonté de contraste et il n'est pas rare de constater que la personne face à nous fait des choses extrêmement différentes, extrêmement peu habituelles dans son quotidien, dans ses rencontres, dans son travail peut-être, je sais pas, en tout cas dans sa manière de gérer son quotidien. Donc à partir de là, il faut rajouter aussi une petite mention spéciale au fait que votre ex n'est pas un ou une spécialiste de la rupture amoureuse. D'abord, on n'a pas de petit guide de fonctionnement de la rupture amoureuse. On sait que ça vous fait du mal. Ça nous en fait aussi puisque il y a quand même ce constat d'échec relationnel qui est présent. Personne n'est fier de se dire super, j'ai été en couple pendant tant d'années et c'est parti en cacahuète. Non, très clairement. Donc on est quand même dans une idée où l'impact psychologique sur votre ex est réel, l'impact psychologique sur vous est réel et ces impacts-là étant présents, la connaissance de l'autre est extrêmement diffuse, si vous voulez, extrêmement subjectif. Tout ça, finalement, cette idée de planification qui va donc être influencée par la gravité et la connaissance,
à mon sens, laisse complètement de côté l'aspect matériel. Hein. Et ce que j'entends par l'aspect matériel, c'est tout simplement le quotidien que vit votre ex, c'est le concret, c'est l'impact que peut avoir un message à un instant T, l'impact que peut avoir une proposition à un instant T, et puis l'impact de toutes les choses qui sont complètement imprévus et qui vont avoir lieu. Hein. Le matin, quand vous vous levez, vous savez pas de quoi votre journée va être faite. Dans les grands cadres, oui, vous allez aller bosser ou vous êtes confiné ou vous faites ceci ou vous faites cela. Mais il y a toujours de l'imprévu dans les rencontres, dans le déroulement des choses, dans les problèmes qui peuvent survenir, etc., etc. Et du coup, dans tout ça, l'image du contrôle de votre ex sur son attitude au moment de la rupture amoureuse est quelque chose qui, à mon sens, doit être impérativement remise en cause parce que, comme je viens de le dire, il y a toujours dans ce que l'on vit cette notion d'imprévisibilité. Et ça, c'est quelque chose dont vous faites l'expérience très souvent. Hein. Il y a un exemple que je prends et qui est très très simple. Vous avez déjà très certainement accepter un rendez-vous, une sortie ou une communication que vous ne vouliez pas accepter au moment où elle est apparue. Et puis, le contraire est tout aussi vrai. Vous avez peut-être refusé quelque chose, une sortie à laquelle vous aviez envie d'aller. Pourquoi ? Les critères vont être extrêmement différents. Il fallait pas frustrer un de nos amis ou finalement je suis un peu trop fatigué ou je sais pas. Mais il y a toujours cette idée que entre la planification de votre soirée, hein, on imagine que on est jeudi soir, vous vous dites bon, moi là c'est le jour de ma série qui à 20h30 sort un nouvel épisode, je rentre chez moi, je mange et puis je me fais ma série. Et que se passe-t-il si à 20h22 vous avez un coup de fil de quelqu'un qui vous propose quelque chose qui a l'air extrêmement intéressant, extrêmement dynamique, extrêmement sympathique? Va y avoir une espèce de, peut-être pas un conflit intellectuel, mais une reprogrammation en tout cas, qui va véritablement naître de l'opportunité. Vous allez vous poser une nouvelle question qui n'était pas présente 3 minutes ou même quelques secondes avant son occurrence. Hein, je sais, c'est une lapalissade bien évidemment, mais vous allez quand même vous poser des questions qui n'étaient pas présentes et le résultat sera un résultat qui sera nécessairement différent de celui que vous aviez eu, qu'on aurait eu, s'il n'y avait pas eu ce questionnement. Ce que j'entends par là, c'est que si vous regardez votre série et que vous refusez ce rendez-vous, vous aurez quand même en tête le fait qu'il y avait une opportunité, qu'il y avait cette possibilité, et peut-être que l'épisode sera quand même un petit peu moins cool que si on avait juste fait la soirée planifiée comme prévu. Et puis de l'autre côté, si vous y allez, vous serez en train de vivre quelque chose qui n'était donc pas prévu, qui est agréable, qui est dynamique, et ça aura là aussi un impact puisque même idée, hein, ce matin en vous levant, vous n'aviez absolument aucune idée que vous alliez faire cette chose. Et dans la reconquête amoureuse, si vous voulez, du coup, on comprend que en étirant un petit peu le raisonnement, que la notion de spontanéité va être extrêmement importante et que la notion de systématisme est à remettre en cause. Hein. C'est pas parce que votre ex est comme ci et comme ça, à l'habitude de ci, à l'habitude de ça, et que vous la connaissez super bien ou le connaissez super bien, qu'il ou elle va nécessairement toujours réagir de la même façon lors d'une occurrence. Hein. La notion, encore une fois, de spontanéité, elle provoque une réflexion autour d'un espèce d'égoïsme qui est très important pour l'être humain parce que l'égoïsme est quasiment un mot qui est péjoratif, mais faut pas se leurrer, on est tous motivés par la volonté de nourrir notre ego, de faire des choses qui nous intéressent, des choses qu'on veut faire, des choses qui nous apportent quelque chose, que ce soit du loisir, de l'argent, des opportunités, que sais-je, mais on a ce désir profond d'aller de l'avant. C'est pas parce que votre relation s'est terminée que vous ne pouvez pas proposer quelque chose qui soit justement de l'ordre du dynamique, de l'agréable, de l'imprévu, surtout si on n'est pas dans l'impliquant. Hein. Je vous parle pas d'une soirée aux chandelles, je vous parle pas de ce genre de choses. Et finalement, le but de cette vidéo, c'est même pas de vous dire quoi proposer. Je parle à la fois de communication, de rendez-vous. C'est simplement pour vous montrer que la prévision n'existe pas. La linéarité chez votre ex n'existait pas. Nous, on en a une de volonté de linéarité, mais elle est faite malgré tout de spontanéité, d'imprévisible et de sourire. Donc on est dans quelque chose qui, proposé à plusieurs instants différents, n'aura pas nécessairement le même résultat, si ce n'est celui de refuser absolument la pression. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est que le même SMS à 5 minutes d'écart ne va pas nécessairement avoir la même réponse et qu'une proposition de rendez-vous
rendez-vous n'est pas toujours dicté par la gravité de la situation. Et ça, c'est quelque chose que je vois finalement absolument quotidiennement. Je vois des gens qui n'osent pas communiquer, qui n'osent pas proposer un rendez-vous parce qu'on se dit « Oh mon Dieu, ça veut dire que il ou elle va voir que je montre mon véritable désir, mon véritable visage, j'avance à découvert et je risque de me prendre un coup de hache ou un coup de sniper. » La réalité des faits, c'est que parmi ces gens-là, il y en a un gros paquet qui vont tout simplement recevoir une réponse et qui vont recevoir une réponse à la fois au SMS et à la proposition qui peut être totalement surprenante. Alors je vais pas rentrer dans les détails, etc., mais j'ai vu ce genre de choses il y a quelques jours, quelqu'un qui avait proposé une sortie qui paraissait relativement grosse, à savoir un monument historique. La personne nous a dit qu'elle pouvait pas venir, mais nous a aussi dit que à un autre moment, ça aurait été carrément avec plaisir. Et cette petite partie de phrase, on est bien d'accord qu'elle est très satisfaisante, elle est aussi très frustrante, mais elle est surtout complètement inattendue. On se dit pas que notre ex aurait accepté de base, quand on est dans les méandres de la rupture amoureuse, on se dit, si elle me dit non, c'est qu'elle s'en fout, elle va certainement pas rajouter ça. Et puis de base, la personne face à moi ne voudra pas, puisque la rupture amoureuse, c'est quand même une volonté de distance. Et on s'aperçoit que dans la simplicité du lancement, j'ai envie de dire, de cette idée, le truc est passé crème, la personne a réagi comme un être humain en nous disant « Ah mince, une prochaine fois, ce sera cool ». Et on voit que la spontanéité a mis en relief j'allais dire une impossibilité, c'est pas vraiment le cas, mais un manque de réflexe ultra intellectuel de la personne qu'on a face à nous. Elle n'a pas intellectualisé pendant des heures en se disant « Bon alors, si on va à cet endroit, ça veut dire que lui, il pense ça et que moi, je vais devoir me comporter comme ça. Donc, il va falloir que je réponde, mais pas avant 13 minutes parce que sinon, je suis acquis et que… » Enfin, vous voyez tous les raisonnements traditionnels qu'on peut avoir quand on pense relationnel. Non, spontanéité, réponse spontanée, alors parfois positive, parfois négative. Celle-là était négative dans le sens où le rendez-vous n'a pas eu lieu, mais très positive dans le sens où la personne face à nous dit tout simplement « grave, une prochaine fois », parce que même si on vit une rupture amoureuse, on n'est pas nécessairement dans la haine, dans la colère, dans la douleur, dans le fait de vous en vouloir. Et même si ça, ce sont des valeurs qui existent à un instant T, il n'y a absolument rien qui vous prouve que ces valeurs vont perdurer pendant des millénaires, j'ai envie de dire. On sera tous morts évidemment, mais vous comprenez l'idée. J'ai vu aussi bon nombre d'histoires où finalement le caractère global de l'échange est très négatif, on est dans l'agressivité, il y a eu de la gravité justement au moment de la rupture amoureuse, et où de temps à autre on a une réponse plutôt positive, on accepte de se voir sous un cadre qui lui aussi est plutôt dynamique, et puis ça peut même repartir en conflit derrière. Attention, évidemment, on a toujours nous cette nécessité de continuer à établir notre linéarité et à la travailler dans le temps, mais ce critère d'impossibilité, parce que vous connaissez votre ex, parce que vous savez qu'il ou elle est un tyran, que vous avez fait telle ou telle bêtise qui fait qu'on vous en veut à vie, pour moi, ça laisse complètement de côté cette logique d'opportunité. Et très clairement, alors évidemment, je prends des exemples que je connais et je me cite souvent en exemple. C'est pas que je suis imbu de ma personne, c'est que je me connais plutôt bien et que dans les vidéos, quand il faut un petit peu improviser, ce qui est le cas de 90% du discours, très clairement, ce sont les premières idées qui me viennent. Moi, je vois mon cas à moi, personnellement, et que ce soit mon ex ou que ce soit n'importe qui, lorsqu'on me propose quelque chose, déjà, j'ai tendance à me regarder plus la proposition que la personne, et pour les gens qui me diront « Ah bah non, c'est pas vrai, moi je voudrais pas faire ci ou ça avec n'importe qui », je peux vous assurer qu'on m'aurait invité à aller voir ce Barcelone-Paris Saint-Germain qui vient de me mettre un sourire sur les lèvres pour, je pense, quelques mois, quelques années, parce que même si on perd au match retour, c'était quand même quelque chose d'incroyable. Alors oui, là il y a Covid, etc., c'est impossible, nanani, nanania, mais dans un autre cadre, très clairement, c'est le genre de choses que j'aurais apprécié énormément et je me serais posé relativement peu de questions. Même s'il y a un conflit, très clairement, faut pas oublier que dans un message qui est envoyé ou qui est reçu, si vous voulez, ou dans une proposition qui va être acceptée ou refusée, il y a toujours la notion de visualisation. Il y a cette idée que si vous me dites « tiens, on va faire ci, on va faire ça », je m'imagine faire ci ou ça avec vous. Et si cette visualisation est quelque chose d'extrêmement positif,
qui m'apporte quelque chose et puis à travers laquelle je vais pouvoir me protéger, parce qu'un match de foot, quelqu'un qui va me casser les noix, qui va me parler pendant des heures, je vais dire attends, surtout un match comme ça, je vais dire attends, t'es gentil, tu regardes sur la pelouse, les mecs ils coûtent cher, on va les regarder quand même, parce qu'en plus vu le prix de la place, hein, c'est le minimum. Il y aura cette possibilité de trouver des sorties de secours pendant le discours, pendant le dialogue, il y aura cette possibilité, comme on l'a hein, à travers notre communication, on a la possibilité de pas vous répondre, on a la possibilité de vous répondre plus tard, on a la possibilité de vous répondre avec un grand sourire. Pareil, pendant les rendez-vous qui sont en action, on a la possibilité de pas se focaliser sur ce que signifie cette interaction. Donc dans tout ça, il y a quand même cette logique d'opportunité qui pour moi est extrêmement intéressante. Et on la résume très simplement, c'est de se dire que finalement, la réaction de votre ex, on ne peut la connaître qu'au moment de la proposition. Et encore une fois, j'entends communication, rendez-vous, etc., l'attitude globale. Et tout ça crée un caractère qui est finalement, qui crée de l'inattendu, qui crée une impossibilité de tirer des constats définitifs, qui rend presque toute situation mathématiquement, intellectuellement possible, même s'il y a toujours cette notion de temps, de travail et de répétition et que j'entends tout à fait que ça vous casse l'ego et que vous en pouvez plus et que bien évidemment je suis là pour proposer des solutions alternatives, mais j'ai jamais promis que ce serait simple, que ce serait rapide, etc. Du sang, des larmes et de la sueur, la promesse est toujours là, elle est toujours pas sexy, mais à mon sens tous ces critères intellectuels, psychologiques qui sont toujours laissés de côté dans les logiques, j'ai envie de dire de base, hein, silence radio, lettres, machin, moi j'ai envie de les mettre en relief parce que j'ai envie de vous faire réfléchir là-dessus, j'ai envie que vous ayez une vision relativement différente de celle qu'on a instinctivement au moment de la rupture amoureuse, et tout ça pour vous dire que s'il existe une logique d'opportunité, ce serait peut-être cool de s'en servir. Voilà, j'espère que le débat vous apporte quelque chose. Comme d'habitude, vous n'hésitez pas à signifier votre soutien pour la chaîne, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les vidéos dès qu'elles sortent. Et puis moi, je vous abandonne là pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau débat, de nouvelles idées. Et d'ici là, on garde la linéarité, le sourire et on continue à bosser. Salut à vous!